Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette room consacrée à l'inbound marketing et au marketing automation. Donc, vous faites bien d'être en présence avec nous parce que je vais avoir 4 super invités. On va commencer déjà par Isabelle. Alors, Isabelle, je te donne la parole dans 10 secondes. Isabelle sera suivie par le pape du marketing automation. J'ai bien évidemment nommé Stéphane Coulot, qui vient de sortir un baromètre du marketing automation et donc qui viendra nous présenter ce baromètre et on essaiera de lui tirer les verres du nez pour avoir des insights actionnables pour mettre en œuvre le plus efficacement possible notre stratégie de marketing automation et d'inbound marketing. Stéphane sera suivi par Nicoletta Binka. Donc là, ça sera la super étude de cas puisque Binka va nous expliquer comment elle a déployé du marketing automation pour assurer le marketing de son entreprise, XWiki. Donc, c'est une super SaaS. On verra tout ça avec Nicoletta Binka. Et ensuite, donc, on clôturera avec Sylvain Davril. Alors, Sylvain, c'est plus de 80 projets de marketing automation qu'il a conduit durant toute sa carrière. Donc, Sylvain nous parlera notamment des fails et là aussi, on essaiera de s'inspirer de ces erreurs pour justement éviter de les commettre à son tour et d'accélérer ou de déployer des stratégies de marketing automation efficaces. Isabelle, bonjour. Bonjour Bienvenue, Stéphane. merci d'être là. Allez, tiens, je te laisse 10 secondes pour te présenter, tu le feras bien mieux que moi. Déjà, je suis ravie de te retrouver parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu depuis, je crois, notre fameuse interview avec Savadi. Attends. Pour la petite histoire, Isabelle est une grande fan de chocolat. Donc, je me suis précipité chez mon chocolatier préféré dans le quartier là, entre midi et deux pour manger un peu de chocolat. Je m'y attendais pas. Effectivement, comme ça, au moins, je suis présentée par la plus grande des gourmandises. Effectivement, je suis une choco-addict assumée. En dehors de tout ça, je pratique depuis un peu plus de 10 ans des stratégies inbound marketing auprès des clients que j'accompagne. Ouais. Avec aujourd'hui Winbound, donc on est une agence spécialisée dans l'acquisition de prospects, principalement en B2B, et on s'appuie, on va le voir, sur des stratégies gagnantes qu'on va déployer avec eux et qu'on va présenter dans le cadre de cette inbound marketing, ABM, donc account-based marketing et marketing automation. Exactement. Donc directrice des agences de Paris, de Lyon, de Lille. Oui. Ça va, tu t'en sors? Tu as encore le temps d'être parmi nous pour répondre à nos questions? Ouais, mais je crois que quand on aime, le temps passe bien et ça s'organise avec enthousiasme. Donc, tout se passe bien et c'est effectivement une très, très chouette aventure. Ok, bon, super. Allez, je vais attaquer par une première question. Et surtout, alors n'hésitez pas à questionner Isabelle. Donc, utilisez plutôt l'onglet Q&A. Ça sera plus facile pour nous ensuite de pouvoir collecter vos questions et y répondre. J'espère que le son et que l'image est bon pour toutes et tous. Allez, on va parler, première question d'inbound marketing. On a vu l'inbound marketing émerger il y a une bonne dizaine d'années, peut-être même plus maintenant. Et c'est une stratégie qui s'est véritablement installée, notamment dans les pratiques marketing B2B. Alors, comment tu définirais aujourd'hui l'inbound marketing ? Alors, en fait, pour moi, l'inbound marketing, c'est avant tout un marketing de permission. C'est-à-dire que dans une approche classique, quand tu veux faire connaître une marque, un produit, tu peux être dans une formule qu'on appelle push, c'est-à-dire que tu vas au-devant de quelqu'un et peu importe à la limite qu'il soit en attente d'informations ou pas, tu pousses une information vers cette personne. Là, on va être plutôt dans une approche différente, c'est de mettre à disposition une information et de faire venir à soi. Donc, c'est pour ça qu'on donne toujours assez souvent cette image d'aimant. On fait venir à soi quelqu'un qui est en recherche. C'est pour ça que tu aimes le chocolat, quoi. Voilà. On cherche à faire venir à soi quelqu'un qui est en recherche d'informations, qui a besoin de comprendre ou de trouver une solution, et on va lui amener ces bonnes informations par différents moyens, notamment la création de contenu dédié qu'on va diffuser sur son blog ou son site et qu'on va faire rayonner sur des canaux, dont par exemple les réseaux sociaux. Donc on est plutôt dans une approche de je donne à l'autre la permission de venir vers moi en mettant à sa disposition des contenus à forte valeur ajoutée.
Donc, c'est le contraire de l'intrusion. Là, je mets du contenu sur un plateau et les gens viennent finalement picorer ce contenu à leur guise. Et ce OK, sont les bonnes personnes qui viennent picorer, c'est-à-dire celles qui ont besoin ou qui OK. sont gourmandes. C'est le confin. Je crois qu'on va rester sur cette analogie pendant tous nos échanges. Des limites à l'inbound marketing aujourd'hui? Alors, des limites. En tout cas, des points à prendre en considération. C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans l'inbound marketing, il faut prendre en compte le fait qu'on va être sur un temps long. C'est-à-dire qu'on va accompagner un parcours de décision et un parcours d'achat qui peut prendre un certain temps. C'est-à-dire qu'on vient chercher la personne parfois avant même qu'elle ait elle-même exprimé le besoin. C'est-à-dire, parfois, on lui fait prendre conscience qu'elle est face à une problématique. Et c'est pour ça que ce n'est pas anodin, on appelle les premiers contenus la phase de prise de conscience. Et on va le guider petit à petit avec différents contenus et avec une maturité qui va évoluer vers la prise en considération de l'ensemble de solutions qui existent et puis des éléments qui vont la faire décider. Et donc, on est sur ce temps long qui nécessite du contenu, qui nécessite de bien connaître la personne à qui on s'adresse, de comprendre sa manière de chercher de l'information, à qui est-ce qu'elle se réfère, où est-ce qu'elle va chercher l'information, quels canaux elle utilise. Et du coup, ce temps, il faut le prendre en compte parce que si on est pressé de vendre et si on a un timing assez important à respecter, ça ne colle pas. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre point, c'est qu'on est sur une approche, comme je le disais, où on met à disposition des informations et on fait venir à soi des personnes. On peut considérer que c'est un peu opportuniste ou probabiliste, c'est-à-dire qu'on va créer quand même le contenu en pensant à la personne à qui on le dédie. Pour autant, on ne sait pas si telle ou telle entreprise qu'on aimerait bien avoir va venir le consommer, ce contenu. Donc, il faut considérer qu'on est sur un marché assez vaste avec plusieurs centaines, milliers de personnes qu'on peut convaincre qui vont venir à soi. Si, à l'inverse, on veut aller chercher que quelques comptes, ce n'est pas dit que l'inbound soit le plus adapté. Donc, c'est vraiment les limites de l'inbound marketing. Si on est face à quelques grands comptes, ce qu'on appelle des comptes clés, il vaut mieux, pour le coup, pratiquer l'ABM. Ça peut être une des réponses. En tout cas, voilà, Aux limites. Voilà, c'est comprendre qu'on est sur un temps, en tout cas, être OK sur le fait qu'il va falloir prendre du temps pour le mettre en place, que les résultats s'inscrivent dans ce temps long aussi, qu'il y a cette notion de je ne choisis pas quelque part quelles sociétés viennent vers moi, ce sont celles qui sont dans le besoin de résoudre cette problématique, mais je ne les choisis pas, même si je crée contenu vraiment pour des personnes dédiées. Et puis ce marché, il faut quand même que je m'adresse à un marché suffisamment vaste pour qu'il y ait justement ce volume qui rentre, parce que je vais avoir un taux de conversion. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont rentrer avec qui je vais travailler. Ouais. Donc il y a quand même ce taux de conversion à prendre en compte. Malheureusement. Ouais. Et alors, c'est quoi la définition de l'ABM là, pour qu'on comprenne bien les grandes différences entre l'inbound et l'ABM? Je vais m'aider d'un document parce que comme ça sera peut-être encore plus parlant. Ouais, très bien. Hop. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, me concernant, c'est parfait. En gros, on va inverser le tunnel. C'est-à-dire que si je me place sur le côté gauche de l'écran, où j'ai l'inbound marketing, on a dit on va attirer un volume en fait de trafic. Parmi ce volume qualifié, on va entretenir et développer la relation avec notamment des emails automatiques. C'est là qu'on rentre en ligne de compte l'automatisation. Ouais. Et puis, à l'intérieur de ce trafic qualifié et de ces personnes qui sont en recherche d'informations, je vais avoir des entreprises vraiment ciblées qui m'intéressent. Si je veux considérer l'autre aspect et donc inverser mon funnel, je vais moi décider avec quelle entreprise il me semble bon de travailler en fonction de certains critères. Je vais engager ces entreprises et les contacts au sein de ces entreprises avec des campagnes personnalisées et je vais construire une relation durable qui va amener des opportunités commerciales. Donc, j'inverse complètement mon tunnel. Et c'est pour ça que d'un côté, je sais que je suis sur un marché suffisamment vaste, je fais rentrer du trafic et parmi ce trafic, je vais avoir des opportunités commerciales. À l'inverse, quand je passe de l'autre côté avec l'account-based marketing, je suis sur un marché beaucoup plus restreint. Je vais aller chercher des comptes à plus forte dimension et je vais proposer une campagne de contenu personnalisée. OK.
Alors, il y a une petite musique là que j'entends de plus en plus, notamment sur LinkedIn, comme quoi l'inbound marketing serait trop lent à mettre en place, trop complexe, et qu'il faudrait donc la remplacer par l'ABM. Tu t'en penses quoi de cette petite En fait, c'est une petite musique qui peut musique? avoir des fausses notes, en fait, si je veux filer ta métaphore, parce que l'account-based marketing et l'inbound marketing sont très complémentaires, on pourra le préciser, mais en fait, l'un ne remplace pas l'autre. C'est-à-dire que si tu mets en place effectivement de l'inbound marketing et que tu te dis ça ne va pas assez vite, je vais aller mettre en place de l'account-based marketing, mais si ton marché n'est pas suffisamment mature ou s'il est trop vaste, tu vas t'épuiser et mettre énormément de ressources et de moyens dans le déploiement d'une campagne account-based marketing et ça ne sera absolument pas héroïste. Il faut prendre en compte le fait que quand on est en account-based marketing, on va chercher des comptes avec un panier moyen très élevé. Il faut se donner la peine, c'est un luxe d'aller chercher ces clients-là. Et donc, je vais mettre en place presque, quand on est dans le plus haut de la finesse de ces approches, je vais presque avoir une campagne par compte stratégique. Donc, c'est des moyens, c'est du temps, c'est des ressources de contenu, etc. Si en face, je vais chercher un panier moyen faible, je vais m'épuiser. Donc, ça n'a pas de sens. En revanche, envisager un mix marketing entre les deux, c'est-à-dire s'assurer une forme de sécurité et de trafic qui va rentrer au fur et à mesure de demandes entrantes via l'inbound et se donner l'opportunité d'aller chercher des comptes hyper intéressants pour soi, là, on joue sur les deux plans. Ok, alors pour le coup, pour bien comprendre, c'est finalement une forme un peu de réintroduction d'intrusion, mais d'intrusion qui va être compensée par un contenu de qualité issu quelque part qui peut être issu d'une stratégie inbound marketing. C'est C'est ça? Puisque je exactement sais qui ça. je vise. Ouais. En Ok. fait, il faut que je montre à l'autre que je sais ce qu'il rencontre comme difficulté, comme caillou dans la chaussure en ce moment, que je suis convaincue d'avoir la solution pour lui, mais il faut que je crée une symétrie des attentions. Si j'arrive, et on l'a vu dans différentes approches et keynote de ce matin, si j'arrive et que je demande quelqu'un en mariage dès la première rencontre, ça peut marcher sur un malentendu, mais il y a quand même des risques. En fait, ce qu'il faut, c'est créer la relation, c'est créer l'attention, c'est offrir non seulement une expérience de contenu, mais aussi démontrer qu'on s'est intéressé à l'autre pour recevoir à l'inverse son attention également. Et d'autant plus quand on est sur des comptes à forte dimension, on est souvent face à des personnes qui sont surbookées, sursollicitées, qui n'ont pas le temps du tout de venir chercher des informations en ligne et que du coup, il va falloir aller séduire. Il y a de la conquête aussi dans cette approche-là et ça fait appel à beaucoup de créativité. Et c'est ça qui, moi, je trouve génial dans cette approche. Au même titre qu'en inbound, on va aller chercher à créer du contenu différenciant. Mais en ABM, on cherche aussi à créer toute une expérience autour du contenu. Ok. Bon, finalement, ça serait pas un peu des concepts d'agence là pour vendre leurs prestations? Qu'est-ce que tu en penses? T'es cruel. T'es cruel. C'est pas des Non, mais concepts. c'est des questions que j'ai déjà eues moi personnellement. Alors c'est pareil, hein, c'est agence, consultant, je mets Même combat. dans le grand bain, hein. Il y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, en fait, on n'a rien inventé, hein. On repart toujours de choses qui sont existantes. Typiquement, moi, mon beau-père était acheteur dans une entreprise. Il était sursollicité par plein de personnes qui étaient sur un compte en particulier. Donc, l'account-based marketing en soi, on n'a rien inventé. En revanche, aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de l'apport du digital dans ces approches-là et de pouvoir mesurer, c'est-à-dire que ce que je vais pouvoir créer par exemple en offline, si j'envoie un livre, si j'envoie une box, si j'envoie un document papier, etc., ou si j'invite à un événement physique, je ne peux pas vraiment le mesurer. Je suis privée d'une certaine forme de data. En revanche, si je couple ça avec des éléments digitaux, que ce soit en inbound ou en ABM d'ailleurs, là, je peux mesurer. Et c'est toute la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir prioriser en fonction de l'engagement et de la démonstration d'engagement des contacts qu'on aura captés, dont on aura capté l'attention, qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce type d'approche. Mais je le répète, on n'a rien inventé. Donc, ce n'est pas des nouveaux concepts. Ce sont aussi des choses et des approches qui s'adaptent à un contexte qui a évolué.
j'aurais tendance à dire nouveaux acheteurs, nouveaux vendeurs. On s'est tous retrouvés avec la situation sanitaire, privés pour certains. Moi, j'ai des entreprises qui nous ont sollicités avec des centaines de commerciaux à la maison, privés du terrain, privés de leur terrain de jeu, entre guillemets, de moyens d'aller faire de la prospection et de créer cette interaction. Et face à un outil et des canaux que certains maîtrisent, d'autres moins, et qu'il a fallu accompagner ce changement. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste des concepts, c'est aussi s'adapter à une évolution, une nouvelle manière d'acheter, une nouvelle manière de chercher des informations. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 70 ou 75% du parcours d'achat en B2B qui se fait avant de contacter un commercial. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas présent dans cette phase amont de la prise de contact avec le commercial, si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Ouais. Donc, soit effectivement, tu crées du contenu et tu mets à disposition de ce contenu pour qu'il soit consommé, compris et adopté avant la prise de contact avec le commercial, soit c'est tes coopétiteurs, pour reprendre le terme préféré de Stéphane Coulot. Ok. Tout à fait. Alors, tu m'as convaincu en tant que client. Maintenant, je suis face finalement à des marchés relativement étendus, mais également à des grands comptes. Je commence par quoi? En fait, on peut en fait presque avoir des critères sur lesquels on va pouvoir cocher des cases. C'est une première approche. Ça ne veut pas dire que c'est à 100%, mais en tout cas, ça va déjà guider pas mal la décision. En fait, les questions qu'il faut se poser, déjà, ça concerne le marché. Est-ce que je suis face à un marché où j'ai un volume de contacts et de clients potentiels importants ou pas? On a par exemple, nous, un client qu'on accompagne, ils ont 15 acheteurs potentiels dans le monde. C'est énorme en termes de volume de panier moyen, sauf que c'est très, très, très restreint. Ça ne sert à rien pour eux d'aller sur l'inbound marketing. Ils vont parler à plein de personnes qui n'en ont strictement rien à faire. Donc, cette première question, elle est importante, c'est est-ce que j'ai beaucoup de potentiel et dans ce cas-là, l'inbound peut être une réponse, ou est-ce que je suis sur un marché restreint? Après, il y a la question du cycle de vente. Si je suis sur un cycle de vente plus ou moins long, l'inbound peut être intéressant. Si je suis sur un cycle de vente extrêmement long, on a des clients pour qui les cycles de vente, c'est minimum 3 à 4 ans. C'est énorme, ça veut dire qu'il faut que je reste à l'esprit de mes contacts pendant 3 à 4 ans. Pour ça, il faut effectivement que je produise et que je crée une expérience de contenu qui me permette de rester à l'esprit pendant toute cette période. Donc ça, c'est le deuxième critère. L'autre point, c'est aussi, est-ce que mes contacts, lorsque je suis en inbound, font des recherches en ligne? Je le disais tout à l'heure, quand on s'adresse à certaines fonctions dans des grands comptes, ils sont tellement surbookés que ce n'est pas les premiers à aller chercher du contenu en ligne. Donc, je pourrais avoir le plus beau contenu du monde, personne n'ira le consulter parce qu'ils ne sont pas en face. Donc ça, c'est un point important à valider en amont. Est-ce que l'habitude de recherche d'informations de mes prospects se fait en ligne ou pas? L'autre phase sur la partie ABM, c'est est-ce que le cercle de décision implique beaucoup de personnes? On se rend compte aujourd'hui, on est passé sur certains dossiers jusqu'à 10 voire 15 décideurs dans un grand compte. Ça veut dire que chacun doit être suffisamment convaincu et ambassadeur de la solution qu'on présente pour le défendre en interne, passer en COMEX, ce que tu veux, pour que ça close. Donc, j'ai un cercle de décision très étendu. Donc ça, c'est un autre point sur l'ABM. Et enfin, le dernier critère qu'on peut prendre en considération, c'est le panier moyen. Je le disais tout à l'heure, c'est quand on veut aller sur de l'account-based marketing, quand on est sur le plus haut du panier, on est presque sur de l'orfèvrerie dans la création d'expériences de contenu. Donc, je vais dédier beaucoup de moyens et m'investir beaucoup parce que je vais aller chercher des paniers moyens élevés. À l'inverse, si je suis sur des paniers moyens qui se situent, alors c'est une norme, il ne faut pas la prendre stricto sensu, mais en gros, quand on est en dessous des 10 000 €, on va être plutôt sur de l'inbound marketing. Je vais avoir du volume et un panier moyen correct. Là où je vais être à l'inverse quand je suis en ABM sur un volume restreint de clients potentiels, mais des paniers moyens très élevés. Très élevé, ok. Voilà. À t'écouter, on sent bien que le contenu est absolument primordial, que ce soit en inbound ou en ABM. Tu fais des distinguos entre
la production de contenu pour l'inbound et pour l'ABM? Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut capitaliser en fait sur le contenu concret. C'est-à-dire que très souvent, on a la question, mais il faut que je redémarre de zéro, j'ai rien pour faire de l'ABM, comment est-ce que je peux faire? Déjà, même pour faire de l'inbound marketing, parfois, on croit qu'on n'a rien et il suffit de faire un peu une analyse de ce qu'on a à disposition pour se rendre compte qu'on a une vraie richesse interne. Donc ça, c'est un premier point. En fait, l'idée de capitaliser, c'est de se dire, est-ce que les contenus dont je dispose, déjà, est-ce qu'ils peuvent me permettre d'accompagner un parcours de décision en inbound? Est-ce que je couvre toutes les étapes et est-ce que je suis au rendez-vous de tous les déclencheurs qui me feraient passer de peut-être que cette solution m'intéresse à tiens, telle société l'a fait et ça fonctionne et voilà le business case, je contacte le commercial. Donc, est-ce que j'ai bien suffisamment de contenu pour couvrir ces différentes étapes? Et est-ce que je peux m'en servir pour le personnaliser, pour aller chercher des comptes en particulier? Ça veut dire que je dois, dans les deux approches, parfaitement bien connaître à qui je m'adresse. C'est primordial parce que je risque d'être juste à côté de la plaque, entre guillemets, et pas de chocolat, en allant parler de quelque chose à quelqu'un, alors que ce n'est pas ça sa problématique du moment, ce n'est pas ça son caillou dans la chaussure. Et la réponse, il ira la trouver ailleurs. De la même manière, en ABM, comme je suis, tu l'as dit, un peu plus en proactivité, en gros, on ne m'a rien demandé et je débarque, non seulement il faut que je prouve à la personne que j'ai fait mon enquête, entre guillemets, et je sais ce que je peux lui apporter, mais qu'en plus, je lui apporte une expérience de contenu à vraiment forte valeur ajoutée. Ok, donc on a une question Oui. sur la mutualisation des contenus entre inbound et ABM. Donc à t'écouter, c'est parfaitement jouable. On peut soit partir d'ABM et finalement rebondir si nécessaire sur des contenus inbound et inversement. Il y a une astuce qu'on donne, alors c'est une des possibilités qu'on peut étudier. C'est souvent on dit, OK, est-ce que vous avez par exemple un livre blanc? De plus en plus, il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet. Est-ce que vous avez un livre blanc en interne? OK, ce livre blanc, est-ce que la thématique que vous abordez peut intéresser les comptes stratégiques que vous voulez aller chercher? Oui. Qu'est-ce qui ferait la différence avec celui qu'on va envoyer ou mettre à disposition en inbound? C'est en fait la personnalisation. Typiquement, je peux soit personnaliser par entreprise, c'est-à-dire que de ma version digitale qui existe pour tout le monde que je mets à disposition sur l'inbound, je peux insérer une page dans laquelle je vais m'adresser directement au compte dédié. Je peux mettre le logo sur la couverture. Je peux insérer à l'intérieur des verbatims spécifiques à la situation que je connais et que je suis allée identifier pour ce compte-là. Ça, c'est quand je suis vraiment auprès d'un compte en particulier. Mais je peux aussi le faire sur un secteur. Par exemple, si j'ai une solution qui peut intéresser, je ne sais pas, la banque et l'assurance, je vais reprendre mon même livre blanc générique pour tout le monde et ce livre blanc, je vais faire un focus sur le secteur de la banque et l'assurance. Et ça, je peux le démultiplier si j'ai différents secteurs. Et je vais pouvoir le proposer et l'envoyer, par exemple une version print, à mes interlocuteurs DAF des entreprises que j'ai identifiées dans tel secteur. Ok, donc mutualisation possible et même conseillée. Conseiller dans la mesure où ça permet de mutualiser, de capitaliser sur de l'existant. On l'a dit, hein, c'est aussi de l'investissement en termes de temps. Et pourquoi se priver à la fois Et de budget. et de budget? Et pourquoi se priver de pouvoir à la fois nourrir des personnes qui sont en recherche d'informations et aller toquer à la porte, entre guillemets, et proposer ce contenu-là? Ouais. Il y a un point qui est important à comprendre, c'est que en account-based marketing, je vais souvent aller m'adresser aux décideurs, aux influenceurs que j'ai identifiés. Mais il reste tous les autres, c'est-à-dire que je peux avoir en interne des personnes, par exemple de la direction de métier, qui, elles, vont trouver le contenu en ligne, vont peut-être télécharger le même livre blanc, mais la version générique, vont aller taper à la porte du décideur et dire « il faut qu'on parle de ça, c'est exactement ce qu'on rencontre en ce moment et on a besoin d'eux ». Donc, c'est une influence qui est intéressante aussi. Ouais. Alors, tu parles beaucoup de nourrir nos audiences, nos cibles, qu'elles soient inbound marketing ou ABM. Est-ce que finalement, ce contenu ne nous permet pas de nourrir nos propres commerciaux? Exactement. Et c'est un point hyper important que tu abordes, c'est le lien en fait entre le marketing et le commerce. Il y a un point de discussion actuellement
que ce soit aux États-Unis qui sont très en avance sur l'ABM ou aujourd'hui encore en Europe, qui est cette dénomination d'account-based marketing. Parce qu'elle est un peu galvaudée, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, c'est que du marketing. En fait, non. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des discussions à aller sur account-based experience ou account-based engagement, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Et un des points… Bon, mais là, c'est un truc d'agence, là. Ouais, ça, c'est un truc d'agence, ça le fait. Bon, alors je rembobine. C'est juste, le point crucial à avoir en tête, c'est que ce sont des actions du marketing et du commerce, et que l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Parce que le marketing ne fera jamais un aussi bon contenu que s'il n'est pas nourri par le commerce. Et le commerce ne pourra pas avancer et gagner du temps dans le cycle de vente s'il n'est pas nourri d'un contenu hyper pertinent pour lui et adapté. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et ça veut dire que, par exemple, chez nous, on ne démarre pas un dossier si on n'a pas autour de la table un interlocuteur marketing et un interlocuteur sales. C'est indispensable. C'est indispensable. Ok. Alors justement, comment on enseigne aux jeunes Jedi commerciaux l'ABM, voire même l'inbound marketing? Parce que finalement, c'est un traitement aussi un peu particulier que des leads qui arrivent comme ça. Alors, c'est une approche effectivement qui peut dérouter certains parce qu'on apprend effectivement à aller au-devant, à faire une démarche un peu outbound. Il y a un point qui est amusant, par exemple, aujourd'hui. On ne sait plus trop décrocher le téléphone. On est tellement digitalisé qu'on ne sait plus trop décrocher le téléphone. Pourtant, c'est un des assets, un des moyens de prospection incontournables. Et ça doit entrer, en fait, quand on accompagne les commerciaux dans les scénarios qu'ils peuvent déployer, on intègre, et je te jure, on met la ligne call, parce que c'est un des moments dont on ne peut pas se passer dans la vente. Donc, il ne faut pas croire que tout se passe en digital, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement 3/4 du parcours qui se passe avant de contacter le commercial, mais une fois que le commercial entre en ligne de compte, il faut qu'il puisse se nourrir du contenu. Ça veut dire être informé du contenu, voire participer à la création de contenu, c'est encore mieux. On sera sûr de créer le contenu le plus adapté aux attentes, puisque c'est le terrain qui nous redonne cette information. Donc, ils savent très bien les questions que se posent les clients en face. Et de pouvoir se servir de ce contenu pour alimenter. On est presque plus sur du conseil. On est un conseiller plus qu'un vendeur aujourd'hui. Ouais. Donc, on apporte c'est que finalement, on trouve aussi une forme de scalabilité grâce au contenu, scalabilité dans le conseil, parce que finalement, c'est un conseil qui peut être matérialisé par un contenu qui va être, entre guillemets, physique, même si c'est digital, ça peut être une vidéo, ça peut être un livre blanc, ça peut être une infographie, et ça, on va pouvoir le réutiliser auprès d'énormément de ces contacts. L'autre point important à avoir en tête quand on est commercial aussi, si je vais dans la caricature très poussée, avant, on pouvait te donner une liste de 100 contacts avec, tu avais ton téléphone et puis tu avais la journée pour appeler tout le monde. Oui. Et il n'y avait pas de priorisation, tu pouvais arriver au bon moment comme au très mauvais moment. L'intérêt avec ce type d'approche, c'est aussi de prioriser pour un commercial, c'est de pouvoir se nourrir de la data. Aujourd'hui, c'est un or noir, la data dans les entreprises, et de pouvoir dire à un commercial, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que factuellement, cette personne, elle a été engagée sur telle campagne, elle a ouvert, elle a cliqué, elle a regardé tel contenu, elle est revenue à tel moment, etc. Et ça, c'est précieux pour un commercial pour s'assurer qu'il arrive au bon moment. En revanche, ça veut dire qu'il faut que l'information circule. Donc, donner les moyens au marketing de créer ce contenu engageant et donner les moyens au commerce de voir quels sont les résultats de ces campagnes. Okay. Donc, il faut vraiment faire circuler. Ça fait une passation parfaite pour une des questions des spectateurs. En ABM, la base de données semble primordiale. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, on se rend compte en plus que les mouvements sont très importants au sein des grands comptes. C'est-à-dire qu'il y a des nominations, il y a des départs, etc. Et ça peut aller très vite, d'autant plus que, je le redis, on est sur des cycles de vente longs. Donc, parfois, on se retrouve avec des interlocuteurs qui changent en cours de route et on repart de zéro. On ne sait plus, on n'a plus nos petites accroches, notre connaissance de la personne. C'est pour ça que la data est hyper précieuse à plus d'un titre, que ce soit sur du très factuel, coordonnées, parcours, etc., ou du comportemental.
On va, par exemple, nourrir sur des comptes qu'on va appeler un peu coffre-fort, c'est-à-dire des comptes où on a beau taper à la porte, personne ne vient ouvrir. On va essayer d'aller chercher la petite étincelle qui va créer le contact. Et cette étincelle, il faut aller la chercher parfois dans des choses très particulières. On va, par exemple, écouter des podcasts. On va lire des tribunes auxquelles les personnes ont pu participer. On va lire des rapports annuels, etc., de manière à pouvoir rebondir sur quelque chose qui va nourrir, nous, notre objectif. OK. Et alors, l'automatisation, quelle est la place là, dans tout ça, dans l'ABM, dans l'inbound marketing? Dans les deux approches, en fait, ce qu'on a vu, c'est que si je reprends mon schéma qui est ici, si je suis du côté de l'inbound marketing, je fais venir un trafic important. On l'a dit, on est sur un marché vaste. Si je dis à mes commerciaux, vous me traitez tout ce qui rentre, soit j'ai une flopée de commerciaux qui sont disponibles et tant mieux pour moi, soit je vais les épuiser parce qu'ils vont passer leur temps à essayer de qualifier des contacts qui viennent tout juste de rentrer, qui commencent tout juste à s'intéresser à ce que je peux proposer et je vais me griller toutes mes opportunités. Ce que va apporter l'automatisation, c'est justement cette capacité à entretenir le lien de manière pertinente et prioriser grâce à un scoring ceux qui s'engagent le plus, ceux qui sont le plus matures, ceux qui se rapprochent le plus de ce niveau de décision que j'ai identifié et qui vont me donner des éléments de confirmation qu'ils ne sont pas loin de me contacter. Donc, il faut que je me tienne prêt et que je regarde, que j'aille valider si effectivement il a regardé telle ou telle page. On a aujourd'hui des moyens en digital qui sont importants par rapport à ça. Donc, cette automatisation, elle va en inbound me permettre de prioriser. De l'autre côté, elle va aussi me permettre d'historiser beaucoup de choses. On l'a dit, cycle de vente long, beaucoup d'interlocuteurs, etc. Il faut que je puisse centraliser cette information et qu'elle puisse nourrir aussi tous les intervenants en interne. On peut, en account-based marketing, créer une campagne marketing générique qui va s'adresser à un ensemble de contacts, mais je peux aussi créer des séquences commerciales de mon account manager, par exemple, avec un ou des autres interlocuteurs. Et pour faire gagner du temps à mon commercial, je peux automatiser cette partie-là. Je te vois venir avec une question qui va être « Mais alors, la déshumanisation dans tout ça ?» J'ai plus rien à faire, donc je vais manger du chocolat pour le coup en t'écoutant. Mais non, mais c'est normal de se poser cette question-là parce qu'on se dit « Mais ok, mais alors l'humain dans tout ça ?» L'humain est toujours là. L'outil, tout seul ne fera rien. L'outil, c'est bête et méchant. J'ai quelqu'un un jour qui m'avait sorti une blague qui c'est pas parce que tu achètes un pinceau que tu deviens Picasso. Non, effectivement, l'art ne vient pas avec l'objet. Donc, c'est de la même manière, c'est pas parce que tu investis dans un outil de marketing automation que tu vas faire de l'automatisation de marketing aux petits oignons. C'est ta stratégie qui compte avant tout. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec cet outil et à quel moment est-ce que tu déplugues le côté automatique pour revenir dans une relation human to human. Sauf que tu as fait gagner du temps à ton commercial. Il ne faut pas oublier, un commercial, il faut être lucide, il a des objectifs, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut aussi qu'il ait du temps sur les opportunités les plus intéressantes pour lui. Et du coup, de lui faire gagner ce temps-là, de prioriser et de lui donner factuellement des éléments qui lui permettent de s'assurer qu'il est en train de contacter la bonne personne. Ok, allez, voilà. en 30 secondes, 30 secondes, c'est une gageure. Comment définir un bon lead scoring et quelles sont les règles à mettre en place? Alors, un bon lead scoring s'appuie sur la bonne définition du parcours d'achat. C'est-à-dire que si je ne sais pas comment la personne décide, par quelles étapes elle passe intellectuellement pour considérer un achat, je ne vais pas scorer les bonnes choses. Donc, la première étape, c'est de bien comprendre le parcours d'achat et d'être au rendez-vous et de se dire si elle fait telle ou telle chose ou si elle passe par telle ou telle page de mon site, ça démontre un engagement. Typiquement, c'est un peu caricatural, mais typiquement, si tu as une page tarif sur ton site, quelqu'un qui passe par la page tarif, il y a fort à parier qu'il s'engage déjà pas mal avec ta solution, qu'il lui démontre en tout cas un intérêt. Donc, si tu scores ta page tarif, déjà, c'est un élément que tu peux vraiment prendre en compte comme dans quelqu'un qui s'intéresse à tes tarifs, voilà. C'est qu'a priori, il est avancé.
C'est Allez, ça. OK, pour finir, alors les gros hackers aiment bien s'appuyer sur la North Star métrique. Nous, on devrait retenir, alors pas forcément de la data, mais un mot-clé là qui unifierait inbound marketing, ABM et automatisation et qui nous permettrait de se dire, allez, tiens, on fait pas de conneries, notre méthodologie se déroule à merveille et on crée de la valeur plus qu'on en détruit. Ça serait quoi? Euh, Je dirais s'intéresser à l'autre. Il y a beaucoup d'humains. Alors, ça peut paraître antinomique alors qu'on est en train de parler d'outils, etc. Mais il y a énormément d'humains. Moi, personnellement, ce qui me plaît dans l'une et l'autre des approches, c'est de prendre en considération ce qui motive l'autre et qu'est-ce que je peux lui apporter. Qu'est-ce que je peux solutionner pour lui et comment je peux l'accompagner dans sa décision. Donc, il y a beaucoup d'humains par rapport à ça. Et l'outil ne vient qu'en support de tout ce qu'on veut créer comme interaction. Que ce soit en inbound ou en ABM, il y a une créativité dans ce qu'on peut apporter. Il y a encore plus aujourd'hui avec, par exemple, la prépondérance des podcasts, de plus en plus sur les vidéos qui sont de plus en plus interactives, etc. On peut proposer des choses géniales. Donc, qu'est-ce que je veux offrir? Et là, j'étais à une pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps et à un moment donné, la comédienne dit « je pensais donner et j'ai reçu ». Et bien, c'est un peu ça, en fait, ces approches-là. On pense donner et pour mieux recevoir. Donc, il faudrait pouvoir créer le contenu qu'on aimerait recevoir, créer l'expérience de contenu qu'on aimerait recevoir pour créer effectivement la bonne interaction. Donc, Et pas... c'est super généreux, en fait. Ouais, c'est super généreux. Eh ben, Et génial. comme Seth Godin te l'a dit, c'est du marketing de permission et c'est aussi offrir quelque chose à forte valeur ajoutée à l'autre. Eh ben, génial. On va s'arrêter sur ce mot-clé qui est généreux. C'est un très, très beau mot. Ben, écoutez, je vous propose que, merci déjà, Isabelle. On est Merci à pile toi. poil dans le timing à 1 minute près, donc On est c'est parfait. parfait. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans allez, environ 10 minutes, donc avec le pape du marketing automation qui va nous présenter donc son dernier baromètre. Et on va ben, lui tirer les verres du nez pour trouver des insights voilà, pour optimiser nos pratiques marketing et nos pratiques d'automatisation. Je vous retrouve dans 10 minutes. Donc, je crois qu'il faut cliquer sur un autre lien. Hein, c'est une autre room. Voilà, merci à toutes et merci à tous. Et encore une fois, merci Isabelle. Ben, merci à toi et du coup, Ben chocolat. voilà, moi aussi à la pause, je vais manger un petit peu, j'en ai besoin. Je dois Merci à tenir tous jusqu'à en la tout fin de cas. l'après-midi. Donc, Bon, merci. merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir à toutes, au revoir à tous.